Vous êtes sur TATV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national du patronat de Guinée, CNP, dans une nouvelle dynamique pour redorer son blason. Ce vendredi à Koléa, la structure était face à la presse pour communiquer sur les défis qui attendent le président récemment élu. D'autres points moins importants ont été également abordés au cours de la rencontre. Diao Bachir. Depuis son élection le 23 avril dernier à la tête du Conseil national du patronat guinéen, Ansoumane Kaba ne cesse de multiplier des actions pour unifier et dynamiser la structure. Malgré les remue-ménages, le nouveau président du CNPG pense qu'il est temps de repartir sur de nouvelles bases pour aider le pays à amorcer un véritable développement. Depuis les élections, il y a eu beaucoup de remue-ménages, il y a eu beaucoup de communications qui étaient faites juste pour désinformer la réalité, désinformer la population. Or, nous sommes des opérateurs, nous sommes des privés, nous avons une mission, c'est de contribuer au développement du pays, c'est de créer de l'emploi. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire par des contentieux au bout de nous retrouver à la justice où nous perdons du temps. Mais en attendant, Ansoumane Kaba et son équipe ont du pain sur la planche, car l'épineuse question des dissidences et l'insuffisance d'unité d'action sont autant de facteurs qui gangrènent aujourd'hui le Conseil national du patronat de Guinée, des réalités reconnues d'ailleurs par Kaba Guiter. Le patronat guinéen est malade parce que, je ne cesserai de le dire, aujourd'hui le secteur privé guinéen ne joue pas son rôle. Et de l'autre côté, l'État aussi ne joue pas son rôle. Parce que c'est les deux qui sont des partenaires. Le gouvernement doit créer des conditions pour qu'il y ait un secteur privé fort, un secteur privé capable de créer de l'emploi et d'enrichir le gouvernement, d'enrichir l'État. Et cet État ne peut être enrichi que si le secteur privé s'unisse et s'organise autour d'un idéal soutenu par le gouvernement en faveur du pays. Mon ambition aujourd'hui, à court terme, c'est d'unir tout le secteur privé guinéen. Et avec cette union, je suis convaincu que nous allons créer suffisamment d'emplois, qui est aujourd'hui le souci des gouvernants. Ramener tous ceux qui sont partis du Conseil national du patronat de Guinée figure donc parmi les priorités du président. Du nouveau dans l'affaire Ousmane Gawal Diallo, les députés uninominales de Gawal pourraient bien comparaître de nouveau. Condamné le 12 août dernier avec sursis, ce jugement ne satisfait aucune partie, même pas les avocats de la défense. Le dossier est alors repris à la Cour suprême d'appel de Conakry. Alcine Diallo. Selon le procureur, près le tribunal de Dixine, après la condamnation avec sursis de Ousmane Gawal Diallo, c'est d'abord la partie civile qui a révélé appel du jugement, ensuite la défense et c'est ainsi qu'a suivi le ministère public. Pour ce dernier, il révèle appel incident à en croire Sidi Souleymane Ndiaye, c'est la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry qui va reprendre le procès. Dans ce dossier, aucune des parties n'est satisfaite du jugement rendu. Ni la partie civile, ni les avocats du député, même pas le ministère public. Dans ce cas, Ousmane Gawal Diallo devra à nouveau comparaître à la barre, dans ce sens que, dès lors que le ministère public a relevé appel d'un jugement correctionnel, l'action publique dans son entièreté revient devant le juge d'appel. A rappelé que c'est le 12 août dernier que le député uninominal de Gawal a été condamné avec sursis pour outrage au chef de l'État, diffamation et menace de mort à l'endroit de 3 cadres du RPG Arc-en-Ciel. La problématique d'emploi se fait sentir de plus en plus en Guinée et ce malgré des concours de recrutement annoncés par le gouvernement. Pour joindre donc les deux bouts, quelques jeunes se lancent dans les activités commerciales au marché de Madina. Selon certains d'entre eux, obtenir un emploi en Guinée est assujetti au paiement d'argent et l'État, lui, fuit sa responsabilité, disent-ils. Reportage Saloum Kondé. Après
Après avoir terminé ses études supérieures en chimie industrielle à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mamadou Baylo Diallo a du mal encore à décrocher son premier emploi. Mais pour combler ce manque de travail, le jeune homme a trouvé une alternative, celle d'ouvrir une librairie au grand centre de négoces de la capitale à Madina. Plus loin, Mamadou Baylo s'est dit pas prêt à payer l'argent pour obtenir un emploi. Moi je dis, je suis guinéen, je suis citoyen guinéen. Si vraiment il faut que je paye l'argent pour que je sois employé dans l'État guinéen, je dis je suis désolé, je ne suis pas prêt à payer n'importe même un franc pour avoir l'emploi dans notre pays. Dans ces grands marchés de Conakry, diplômés et illettrés s'entremêlent à chercher le quotidien. Certains se contentent à étaler à même le sol leurs articles. Tout cela pour échapper au sous-emploi auquel la jeunesse guinéenne est confrontée. Moussa Kamara, lui, déplore la non prise en charge des étudiants formés par l'État. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État forme les étudiants et qu'il ne parvient pas au moins à les offrir au moins un premier stage après leur formation. C'est bizarre franchement quand même, parce que tu peux pas te dire diplômé ou bien professionnel d'un métier sans avoir exercé ce métier, ou même pour une toute première fois de ta vie quand même. Aujourd'hui, s'il y a un recrutement dans les hôtels, moi je demande comment on va bénéficier. Bon, ça serait un profit pour les étrangers, les Burkinabés et autres comme ça. Si la problématique de l'emploi est devenue un casse-tête pour les jeunes de Guinée, certains se demandent pourquoi l'État continue-t-il à former des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Plus de la moitié des jeunes en Guinée sont sans emploi. Les moins de 25 ans sont les plus touchés. Pour survivre, ces jeunes font souvent recours à certaines activités leur permettant de subvenir à leurs besoins. Devenir rabatteur est l'un des métiers auxquels se livrent beaucoup d'entre eux. Les rabatteurs ou coxeurs, on les retrouve à tous les carrefours de Conakry. Le reportage de Sa Alou Yambono. Nous sommes au rond-point de Bambeto, dans la commune de Ratoma. Ici, c'est la chasse aux clients. Des jeunes communément appelés coxeurs ou rabatteurs usent de leur voix pendant toute une journée afin de trouver des passagers pour les conducteurs de taxi ou de minibus qui y stationnent. Issus de milieux défavorisés, ces jeunes font de cette activité leur gagne-pain. Je récupère mon manger, je récupère un peu d'argent et je garde. Je dois faire la 10e année. Il n'y a pas de moins pour les parents. Je gagne par jour des fois 25 000, 30 000. Je mange 15 000, je garde 15 000. Après, j'ai le métier de coxeur. Ça me rapporte quand même beaucoup parce que je ne triche pas, je ne vole pas. Ces rabatteurs, qui estiment vouloir s'éloigner de tout acte de délinquance, sont tout autres aux yeux de certains citoyens qui désapprouvent leur métier. La plupart des gens que je vois au niveau de nos ronds-points sont des bandits et la plupart aussi sont des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. À la quête du quotidien, nombreux sont de nos jours des jeunes qui rejoignent les rues de Conakry. Face à cette situation, l'État est une fois encore pointé du doigt. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en créant, même si c'est des centres d'insertion sociaux, pour envoyer ces jeunes pour apprendre des métiers. En attendant qu'une solution pérenne soit trouvée au problème, le métier de rabatteur fleurit de plus belle à Conakry. Les artères principales de Conakry, la capitale guinéenne, sont régulièrement bondées de jeunes filles et garçons qui vendent de divers produits à la sauvette. Et pendant ces périodes de grandes vacances, ils sont beaucoup plus nombreux à exercer ces activités de débrouille. Pour ces tout petits, c'est le moment pour eux d'aider leurs parents dont les revenus ne suffisent plus pour faire face au prix de leurs fournitures scolaires. Sayon Kouma est allé à la rencontre de certains. Suivez-le dans ce reportage. À Conakry, la conjoncture difficile oblige les parents à faire sortir les enfants dans les rues pour exercer le commerce d'articles divers. Au grand marché de Matoto, nombreux sont ces enfants dont l'âge varie entre 10 et 15 ans qui errent toute la journée pour vendre des objets de toutes sortes. À l'image de Mamoudou Diallo, élève en classe de 5e année qui lui vend des plastiques. Un petit métier qui lui permet tant bien que mal de gagner jusqu'à 7 000 francs guinéens par jour. Cela pour préparer la prochaine ouverture des classes. Pendant ces vacances-là, je vends les plastiques pour l'ouverture de l'école. À l'ouverture de l'école, je vais acheter le tennis, le sac avec le cahier et le bic pour ne pas que mes parents vont acheter ça pour moi. Comme Mamoudou Diallo, Sori Sila est aussi élève en classe de 5e année.
Lui, il vend des éponges à la demande de sa mère pour une cause familiale. Je fais la 5e année, je passe en classe supérieure 6e année. Pendant les vacances, je ne veux pas rester à la maison main croisée. J'essaye de faire un petit travail pour avoir mes documents de l'école et mes frais de scolarité. Et combien tu gagnes par jour? Deux fois je gagne 10 000, deux fois je gagne 15 000. Toute la journée, ces tout petits, à l'instar de Sissi Aminata, qui passe en classe de 7e année, errent entre les véhicules pour livrer de l'eau aux passants. Cette activité lui rapporte jusqu'à 15 000 francs guinéens par jour. En dépit des difficultés qu'elle endure dans cette activité, cette fille de 15 ans a un appel à lancer à ses amis de même tranche d'âge. J'ai un appel pour lancer à mes amis, pour leur dire qu'on ne peut pas rester à la maison sans rien faire. Reste comme ça. Dès que tu restes à la maison sans rien faire, il faudra que tu sors pour vendre un petit condiment et bien un petit de l'eau pour vendre. Tout ce que je lance à mes amis, pour ne pas rester à la maison, il faudrait qu'elles sortent pour vendre un peu. En Afrique subsaharienne, plus d'un tiers des enfants de 5 à 14 ans travaillent. Le trafic et le travail des enfants est un phénomène qui sévit depuis plusieurs décennies à travers le monde et en Afrique particulièrement. La Guinée ayant ratifié les conventions internationales pertinentes en faveur des enfants, tarde à adopter ces lois et règlements pour le bien-être des tout petits. Santé à présent, d'après le constat, les caries dentaires peuvent toucher les gens de toutes les classes d'âge. Selon les médecins spécialistes en chirurgie dentaire, la carie est due à plusieurs facteurs, notamment l'hygiène buccale qui présente des conséquences liées à des maladies dentaires comme la carie. C'est un reportage signé Oumar Sow. De nos jours, tout le monde ou presque a une carie à un moment dans sa vie. La carie dentaire est une maladie infectieuse qui endommage la structure d'une dent. Elle se manifeste habituellement chez les enfants, les jeunes et les adultes. Les caries dentaires constituent la principale cause de la perte d'une dent chez certaines personnes. Les facteurs qui contribuent à la formation d'une carie sont multiples et divers. Vous procédez à la mastication et quand vous procédez à la mastication, qui est la première phase de la digestion, les débris alimentaires vont se déposer sur les dents. Et quand ces débris alimentaires se déposent sur les dents, en présence d'une mauvaise hygiène, les micro-organismes vont venir s'attaquer aux aliments. Et quand ils s'attaquent aux aliments, ils produisent ce qu'on appelle de l'acide. Quand ils produisent de l'acide, ces acides-là vont provoquer quoi? Vont provoquer la formation de la plaque dentaire. Ces plaques dentaires vont se coller à la dent et si vous ne prenez pas soin, cette formation des plaques dentaires sur la dent va provoquer ce qu'on appelle les cavités de carie. Une dent cariée, d'après les experts dentistes, est sensible à la chaleur, au froid et aux produits sucrés ou à la pression. Elle présente aussi des symptômes. On constate la carie dentaire qui se manifeste par des petits trous, des petits percuits. Des fois, ces trous apparaissent noirâtres. Et puis après, si vous ne partez pas voir un dentiste, la carie va progresser, elle va atteindre la dentine. Quand elle atteint la dentine, là en ce moment, on constate l'apparition des douleurs quand on prend du chaud ou du froid. Selon les dentistes, une carie dentaire non traitée peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. Une carie non traitée peut, par le fait de la circulation sanguine, peut avoir des conséquences non seulement sur le cœur, les articulations, les yeux, et la gorge, et même au niveau des reins. Généralement, les gens se présentent, surtout quand c'est les dents niveau, les gens se présentent avec des sinusites. Et quand on a une sinusite, tant qu'on ne la traite, tant qu'on ne traite pas les dents cariées en bouche, on ne va pas se séparer de la sinusite. Face à cette situation, une bonne hygiène buccale et des examens dentaires réguliers préviennent les maladies dentaires. Un régime bien équilibré, pauvre en glucides, peut minimiser les risques d'infection. Le brossage des dents également après les repas permet d'enlever les résidus alimentaires et de réduire les risques de carie, a martelé Dr Adama Kamara, chirurgien dentiste.
En France, la jungle de Calais arrive à saturation. Selon la préfecture du département, de nombreux migrants sont arrivés dans le camp ces dernières semaines. Près de 7000, il serait installé, un chiffre sous-estimé pour les associations qui évoquent la présence de 9000 personnes, dont un certain nombre de mineurs isolés. Résultat, détention et difficultés d'approvisionnement en nourriture. Regardez. Ça va ? Il vient ici chaque jour ou presque apporter son aide. Christian Salomé est bénévole à Calais depuis 8 ans. Selon lui, jamais la population de ce camp surnommé la jungle n'avait grossi aussi brutalement que cet été. Les gens s'entassent ici. En fait, il y a environ une centaine de personnes qui arrivent chaque nuit. Donc nous, on distribue 30, 40, 50 tentes quand on arrive à les faire rentrer. 7000 migrants d'après un dernier décompte de la préfecture. Plus de 9000 selon les associations. Dans les deux cas, c'est beaucoup trop pour que tout le monde ait à manger. Avant, on ne voyait pas ces files d'attente là. Les gens arrivaient, il y a une table dehors, ils s'installaient, ils allaient chercher à manger. C'est le signe que ça manque de nourriture. Les gens manquent de nourriture. Ça, c'est tout nouveau, ça. La dégradation des conditions de vie, ce Soudanais la constate aussi. Il est là depuis 5 mois. La situation est chaotique, si je puis dire. Les files d'attente s'allongent, on manque de nourriture et on souffre de plus en plus. Sur cette vue aérienne de la jungle, on voit en haut de l'image la zone sud démantelée en février et en bas, la zone nord où désormais se concentrent les tentes. L'hiver dernier, les autorités avaient ordonné l'évacuation partielle du camp pour en réduire le nombre d'occupants. Mais cela n'a pas fonctionné. Combien de temps cette situation peut-elle encore durer? La maire de la ville réclame une évacuation de la jungle au plus vite. On ne démantèle pas un campement de 2000 comme de 6000. Donc très clairement, aujourd'hui, puisqu'on a laissé faire, on a laissé grossir en fait ce périmètre, eh bien c'est à toutes les forces de l'ordre pratiquement nationales qu'on va devoir recourir, plus l'armée. Une intervention à l'automne est envisagée, mais le nombre de conteneurs prévus pour remplacer les tentes est pour l'instant largement insuffisant. L'accord de mobilisation des relations diplomatiques entre la Turquie et l'Israël est désormais acté. Conclu fin juin entre les deux pays, approuvé par les députés turcs dans la nuit, 6 ans après l'assaut israélien contre le navire Mavi Marmara, qui avait coûté la vie à 100 militants turcs au large de Gaza. Les deux pays, longtemps alliés stratégiques dans la région, enterrent la rage de guerre. Suivez. C'est maintenant ratifié au Parlement turc. Immédiatement, les ambassadeurs peuvent reprendre leurs places respectives. L'accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie va enfin pouvoir être mis en œuvre. Je lis donc les résultats du vote concernant l'accord entre la République turque et le gouvernement israélien. Nombre de votes 228. 209 pour, 16 contre, 3 abstentions. Il n'y a pas de vote blanc ou de vote invalide. Le projet de loi est approuvé et devient une loi. Un accord qui met fin à 6 ans de brouille diplomatique depuis la célèbre affaire de la flottille Marmara. En vertu de cet accord, Israël versera 18 millions d'euros à la Turquie d'indemnité. Pour sa part, la Turquie abandonne les poursuites contre les anciens chefs de l'armée israélienne dans l'affaire du Mavi Marmara. Selon la Turquie, cet accord est une nécessité pour les deux pays, mais elle ne cache pas y voir aussi des intérêts économiques. Une réconciliation stratégique donc, qui a d'importantes implications économiques, notamment dans le commerce et les hydrocarbures. Israël dépend de la sécurité de la Turquie. Israël ne peut pas se permettre d'être contre la Turquie tout en étant dans une région entourée par les pays arabes et islamiques. Ensuite, il y a des ressources de gaz naturel dans la Méditerranée qu'ils exploitent et nous voulons y avoir accès. La route la plus courte et la plus sûre pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, c'est à travers la Turquie. Toujours dans le cadre de cet accord, les Turcs pourront acheminer l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. Kimia Alizadeh, son nom restera gravé dans l'histoire du sport. Elle a 18 ans et c'est la première femme iranienne à avoir gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Jeudi, elle a remporté la médaille de bronze de taekwondo. Suivez son portrait.
Elle est entrée dans l'histoire de son pays. Kimia Alizadeh est la première femme iranienne à monter sur un podium olympique. Du haut de ses 18 ans, la jeune femme repart de Rio avec la médaille de bronze en taekwondo et elle fait la fierté de son pays. Tu as provoqué la joie de tous les Iraniens et en particulier des femmes. Tel est le message du président iranien Hassan Rouhani sur Twitter, directement adressé à la jeune athlète. Une médaille de bronze qui fait surtout la fierté de ses parents. Nous étions si contents que nous avons pleuré des larmes de joie. Tout le monde se félicitait. Nous étions très heureux et il y avait une bonne atmosphère. Elle a eu beaucoup de blessures pendant les matchs, des mains et des doigts cassés, des tendons déchirés. N'importe qui dans cette situation aurait abandonné. Mais elle a caché ses blessures lors de nombreux matchs, simplement pour aller de l'avant et faire partie de la compétition. Je suis très fière d'avoir une fille comme elle. Voilée, emmitouflée du drapeau de son pays, Kimia Alizadeh est tout sourire sur le podium. La jeune femme médaillée dédie sa victoire aux femmes de son pays. L'accès des Iraniennes aux Jeux Olympiques est en effet très strict. Les femmes ne peuvent pas participer à des compétitions internationales dans des sports où elles doivent apparaître sans le voile, notamment la natation. Mais malgré ces restrictions, le sport féminin se développe en Iran. 9 Iraniennes participent en effet aux JO de Rio, un record depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 où seule une femme iranienne avait participé à la compétition. Dernier élément de cette édition, les médailles tombent à Rio. Parallèlement, 4 grandes villes courent pour les JO de 2024, Rome, Paris, Los Angeles ou Budapest. Regardez. Rome, la ville la mieux placée pour accueillir les JO 2024. C'est en tout cas ce que clament les organisateurs. Ils l'affirment, 70% des installations olympiques sont déjà prêtes dans la capitale italienne. Nous avons été chanceux car nous sommes le seul candidat qui a déjà 70% des sites. Nous allons évidemment utiliser le stade olympique, la piscine, les cours de tennis. Les autres concurrents n'en possèdent pas tant, donc nous avons déjà un budget qui n'est pas démesuré. Pourtant, la toute nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, n'est pas particulièrement favorable au projet. Elle ne considère pas les Jeux comme une priorité, alors que la capitale italienne croule sous une dette de plus de 12 milliards d'euros. Nous sommes optimistes, nous devons être là pour la convaincre. Je suis sûre qu'elle va changer d'avis et voir l'enjeu grâce à tous les athlètes qui ont remporté des médailles ici et qui ont montré à quel point il est important pour l'Italie d'avoir Rome en 2024. Rome fait face à de sérieux concurrents, Paris ou Los Angeles. Budapest est également en compétition. François Hollande, Matteo Renzi, Viktor Orban et John Kerry se sont d'ailleurs tous déplacés au Brésil pour soutenir la candidature de leur ville. Peut-être qu'après 4 mégalopoles de suite, Pékin, Londres, Rio, Tokyo, peut-être qu'il est temps d'avoir une ville globale de taille moyenne, avec une organisation plus intime, des déplacements particulièrement courts et où la ville entière devient réellement un parc olympique. Si Budapest ne semble pas privilégié par le comité olympique, les organisateurs insistent sur la nécessité d'organiser des Jeux à taille humaine. Ces concurrents souffrent chacun de handicap, une dette abyssale pour Rome ou encore une situation sécuritaire qui inquiète pour Paris. Il reste un an aux candidats pour promouvoir leur projet. Fini ce journal, merci de l'attention et bon week-end à tous.